Dans ce récit, l'existence d'une riche héritière est perturbée, un événement qui s'est déroulé il y a 5 ans. La majeure partie de ma vie s'est déroulée en Russie, à l'exception de 4 ans et demi où j'ai vécu dans l'Est des États-Unis. Là-bas, je suis entré dans une université pour obtenir un diplôme d'ingénieur, après avoir effectué mon année obligatoire de service militaire. Il existe plusieurs excellents établissements d'enseignement là-bas, mais mon plan initial était d'établir ma résidence permanente en Amérique. J'ai des membres de ma famille qui vivent dans le nord du continent américain et j'ai été accueilli par eux lors de mon séjour académique. Cependant, j'ai réalisé que je ne passais pas beaucoup de temps avec eux en raison de ma grande taille et de mes capacités sportives. En basketball, ma performance au saut en hauteur a été remarquable, sans être exceptionnelle, j'étais suffisamment compétent pour intégrer l'équipe sportive, ce qui m'a valu une modeste bourse d'athlétisme. Cela a allégé le fardeau des frais de scolarité, une préoccupation importante pour un étudiant international, même compte tenu de la situation financière confortable de mes parents. Durant mes études, j'ai rencontré Natalia, une jeune femme du Connecticut issue d'une famille extrêmement aisée. Elle a étudié les beaux-arts et notre première interaction a eu lieu dans un cours d'anglais, où notre relation a commencé. Natalia avait quelques années d'avance sur moi sur le plan académique, mais cela ne nous a pas empêchés de former un couple très uni. J'ai loué un appartement hors campus et elle a décidé de vivre avec moi, même si la maison familiale était proche de l'université. Je soupçonne qu'elle préférait ne pas m'emmener chez elle fréquemment, peut-être en raison d'une éventuelle désapprobation parentale. Notre relation semblait saine, elle n'a jamais exprimé d'insatisfaction et aimait mettre en avant notre relation. Natalia a été la première personne de mon cercle social à posséder une perche à selfie et elle a profité de chaque opportunité pour capturer des moments. Même si je n'avais pas de profil sur les réseaux sociaux au départ, j'en ai créé un pour qu'elle puisse m'inclure dans ses publications. Cela a amené ses amis sur les réseaux sociaux à m'ajouter, ainsi que des personnes de ma ville natale. Dans le cercle d'amis de Natalia, on m'appelait Drago, ce que je considère inapproprié car je ne me considère pas comme semblable à Ivan Drago. Elle n'a jamais caché son statut d'héritière d'une famille riche, mentionnant même un fonds en fiducie qui soutiendrait indéfiniment son style de vie, rendant facultative sa fréquentation de l'université. Même si je viens également d'un milieu privilégié, je ne dispose pas de mon propre fonds fiduciaire. Mon père possède un petit hôtel, un détail qui reflète notre situation financière dans notre pays. Ce récit révèle qu'en termes relatifs, vous disposiez d'une richesse comparable à celle de Steve Jobs. Natalia recevait souvent des relevés bancaires par courrier, détaillant la fortune de son fonds en fiducie, les intérêts courus et ses dividendes mensuels. Ce revenu régulier explique le manque d'urgence de Natalia à terminer ses études. À 23 ans, elle n'était encore qu'une étudiante de première année. Elle me montrait ses extraits, les laissant négligemment éparpillés dans la maison. Ils affichaient uniquement les soldes et le nom de la banque, sans révéler le numéro de compte complet. Mes études ont été partiellement financées par mes parents et par des bourses sportives, mais j'ai quand même complété mes revenus en travaillant à la librairie du campus. Natalia, en revanche, n'avait pas besoin de travailler. Notre coexistence était agréable, c'était une compagne charmante et attirante. Nous partagions de nombreux intérêts et passions du temps de qualité ensemble, du moins c'est ce que j'ai ressenti. L'idée de se marier avec elle n'était pas exclue, mais ce n'était pas non plus une certitude. Un trait que je n'aimais pas chez Natalia était sa tendance au drame et à la panique à cause de trivialités. Par exemple, si elle se trouvait dans un grand magasin et que son personal shopper préféré n'était pas disponible, elle agirait comme si c'était une catastrophe. De plus, son comportement parfois grossier envers les employés du restaurant était quelque chose que je trouvais hypocrite, surtout compte tenu de sa richesse. Il est intéressant de noter que Natalia aimait se faire passer pour une personne aux ressources limitées. Il n'y a rien de mal à être discret sur la richesse, mais elle a exagéré, essayant de donner l'impression qu'elle luttait pour survivre seule. C'était comme si elle essayait de s'identifier à une cause, une attitude similaire à celle des jeunes riches des banlieues qui imitent de manière exagérée la culture hip-hop. Cependant, Natalia n'essayait pas d'être une version féminine de Tupac. Elle s'est efforcée de projeter l'image d'une artiste bohème détachée de son réel contexte financier. Natalia faisait souvent preuve de modestie financière, surtout en présence de certaines personnes, faisant semblant de vivre avec de maigres ressources. Quand nous étions ensemble, elle semblait plus authentique, ou peut-être que je ne parvenais pas à discerner quelle était sa vraie nature. Ce qui était clair, cependant, c'est que sa situation financière était loin d'être mauvaise, même si elle s'efforçait de paraître différente dans certaines situations. Au fil du temps, la dynamique de notre relation a commencé à changer. Natalia m'a approché avec l'idée d'une relation ouverte. J'étais nouveau dans ce concept, mais d'après qu'elle l'ait expliqué, j'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressé par un tel arrangement. Lorsqu'on lui a demandé si elle le souhaitait, elle l'a nié, affirmant qu'elle n'était inspirée que par des lectures sur le sujet. Avec le recul, je soupçonne qu'elle avait déjà quelqu'un en tête pour une telle relation ou qu'elle était déjà impliquée avec quelqu'un à mon insu. Natalia avait subi une intervention chirurgicale visant à lui retirer ses organes reproducteurs internes, ce qui l'empêchait d'avoir des enfants.
Elle me l'a révélé en insistant pour avoir des relations intimes non protégées, garantissant qu'il n'y aurait aucun risque de grossesse. Elle m'a même envoyé la documentation médicale par email, un fichier PDF, prouvant la procédure. Cette révélation est apparue après notre discussion sur les relations ouvertes. Jusque-là, je croyais que j'étais son seul partenaire et j'étais convaincu que nous étions tous les deux en bonne santé. Mais cette nouvelle information m'a amené à me demander si elle était honnête sur le fait de ne pas avoir d'autres partenaires. Au cours des semaines suivantes, notre routine semblait normale. Elle m'a constamment assuré qu'elle ne voyait personne d'autre et j'ai naïvement continué notre relation intime sans protection. Cependant, au bout d'un mois, Natalia m'a surpris en déclarant que notre relation ne fonctionnait pas. Elle a suggéré que nous restions amis. Même si je me sentais triste de la séparation, j'étais d'accord avec l'idée de maintenir une amitié. Cependant, je soupçonnais qu'elle avait déjà trouvé quelqu'un ou qu'elle n'avait peut-être jamais rompu une relation antérieure. Maintenant, avec une perspective renouvelée, je suis prêt à avancer dans ma vie. Je fais face de manière positive à la réalité selon laquelle les relations vont et viennent, ce que je considère comme naturel pour les hommes comme pour les femmes. Natalia a laissé plusieurs effets personnels dans mon appartement, notamment des vêtements et divers documents, notamment ses relevés bancaires détaillant son fonds en fiducie. Je lui ai proposé, maintenant que nous entretenions une amitié, qu'elle vienne récupérer ses affaires ou que je puisse les lui livrer. Elle a répondu avec désinvolture, me demandant de les ranger jusqu'à ce qu'elle ait l'occasion de les récupérer. Il semblait qu'elle ne voulait pas que j'aille à sa nouvelle adresse, peut-être à cause d'une nouvelle relation amoureuse, mais cela ne me regardait pas. Je n'ai jamais été une personne active sur les réseaux sociaux, je ne les ai jamais connectés à mon téléphone ni ne les consultais fréquemment. J'ai découvert plus tard que Natalia m'avait supprimé et bloqué de ses réseaux sociaux peu de temps après avoir emménagé, et qu'elle avait également supprimé tous les amis communs que nous avions. Alors que j'approchais de l'obtention de mon diplôme et que j'envisageais de poursuivre mes études de maîtrise dans un autre établissement, j'ai complètement perdu contact avec Natalia. Nous n'avons pas eu de discussion formelle ni d'au revoir, nous suivons simplement nos chemins. Pour faciliter mon déménagement dans la nouvelle ville, j'ai fait appel à un service pour emballer et expédier mes affaires les moins essentielles jusqu'au nouvel appartement. J'ai acheté une voiture d'occasion, ce qui m'a permis de n'emporter que l'essentiel les premiers jours en attendant l'arrivée de mes meubles et autres affaires. Avant de déménager, j'ai envoyé un SMS et un email à Natalia pour l'informer de ma nouvelle adresse, même si je ne m'attendais pas à une réponse. De plus, j'ai redirigé toute la correspondance qui lui était destinée vers la maison de ses parents, car elle utilisait mon adresse depuis longtemps. Cette action était plutôt une mesure de précaution, pour éviter que son courrier continue d'arriver dans mon nouveau domicile. Plongé dans mes études, je me suis plongé tête première dans la vie universitaire, rentrant rarement chez moi, sauf pour mes besoins fondamentaux comme manger et dormir. Certains de mes cartons, remplis d'objets non essentiels comme de vieux livres et de lourds vêtements d'hiver, sont restés intacts. Même si j'habitais là-bas, je me contentais de déplacer les cartons, sans les ouvrir. Après une autre année, j'ai obtenu mon master et je suis retourné en Russie, où, à ma grande satisfaction, j'ai rapidement trouvé un emploi dans mon domaine de formation. J'ai vendu ma voiture et la plupart de mes meubles en ligne, en détaillant le contenu de chaque carton de déménagement à l'extérieur. Lors de mon séjour dans mon deuxième appartement aux États-Unis, les cartons qui ne contenaient pas d'objets à usage immédiat sont restés scellés. Une fois dans ma maison actuelle, j'ai finalement tout déballé et découvert, à ma grande surprise, que j'avais encore quelques vieux vêtements de Natalia, ainsi que les relevés bancaires de son fonds en fiducie, que j'avais accumulés depuis plus d'1 an. C'est à peu près le temps qu'il a fallu pour que notre relation se désagrège. Après des années sans contact, j'ai supposé qu'elle n'aurait plus besoin de ces objets. Curieux, après des années, j'ai décidé de consulter mes réseaux sociaux et j'ai été surpris de voir qu'elle m'avait bloqué. J'ai essayé de lui envoyer un SMS, mais ses numéros semblaient avoir changé, ou alors elle m'a bloqué là aussi. Sans réponse à mes emails, je me demandais pourquoi elle m'avait bloqué. J'ai alors décidé de consulter son profil sur les réseaux sociaux en tant qu'utilisateur anonyme. J'ai remarqué qu'elle avait beaucoup changé. Toujours belle et avec son style bohème et décalé, je me sentais un peu étrange, mais je me suis arrêté pour voir ce qu'elle avait fait ces dernières années. Natalia était avec un nouveau partenaire, un peu semblable à moi, mais avec des cheveux plus longs et une apparence moins formelle. J'étais heureux pour elle et j'ai remarqué qu'elle continuait à partager avec avidité chaque détail de sa vie sur les réseaux sociaux, mettant fréquemment à jour ses réalisations mineures et conservant son penchant pour le drame. J'ai remarqué que c'était devenu plus politisé que par le passé. Je pensais que c'était positif de s'impliquer passionnément dans des causes politiques. Tout le monde devrait croire intensément en quelque chose. J'ai été peu surprise de voir que Natalia se présente toujours comme une artiste en lutte, cherchant sa place dans l'immensité de la grande ville. Elle a toujours adopté cette position de combat, même si cela ressemblait parfois à un acte. Elle critique ouvertement les marques de luxe et parle comme si elle n'avait jamais rien possédé de valeur, racontant les histoires d'une enfance marquée par la pauvreté, comme si elle devait se nourrir d'un ragoût d'herbe. Ce récit est en fait une exagération et, ironiquement, une histoire qu'elle m'a empruntée. Je lui avais raconté comment mes proches étaient obligés de manger de l'herbe pendant la guerre à cause du manque de nourriture.
Pour moi, ce n'est qu'une démonstration de sa pose, quelque chose qui ne m'affecte pas directement. Cependant, ce qui me dérange vraiment, c'est de voir un message d'elle me mentionnant directement, me comparant à un ex-petit ami violent. Une de ses amies a publié une image montrant à quel point la violence verbale peut être tout aussi destructrice que la violence physique. Natalia a répondu en affirmant que j'avais tenté de détruire son estime de soi et m'avait même accusé de menaces. Plusieurs hommes de son entourage sur les réseaux sociaux ont commenté les menaces contre moi. Pour la plupart d'entre elles, j'ai juste ri car je ne me sentais pas menacé, d'autant plus que beaucoup semblaient avoir un style moins imposant, portant des jeans féminins. Mais maintenant, je suis indigné par les mensonges de Natalia à mon sujet. Certains ont même sérieusement décidé de me dénoncer aux administrateurs de mon université, suggérant que mon diplôme devrait être révoqué ou que je devrais faire face à une sorte de réprimande. Cette situation me met dans une position délicate, devant faire face à des accusations infondées et à des menaces injustes. Il est difficile de voir comment les rumeurs et les faux récits peuvent influencer les perceptions des gens et même avoir un impact sur ma vie professionnelle et universitaire. La réalité déformée que Natalia présente sur les réseaux sociaux me fait réfléchir sur la nature de la célébrité en ligne et sur la manière dont elle peut être manipulée pour créer une image loin de la vérité. Aucun des amis de Natalia n'a pris la peine de rester en contact avec moi après mon départ, ils ignoraient donc le fait que j'étais retourné en Russie. Certains d'entre eux ont même envisagé de me dénoncer à la police ou de m'arrêter, sur la base d'autres messages. Natalia m'a cité par mon nom et m'a accusé de diverses formes d'agression, notamment en affirmant faussement que ma famille avait des liens avec la mafia russe. Dans tous ces messages, elle a essayé de se positionner comme quelqu'un qui avait pris la bonne décision, en ne me dénonçant pas aux autorités, assumant ainsi le rôle d'une survivante résiliente. Ses amis la soutenaient avec ferveur, agissant comme une sorte de cœur de validation électronique, louant son prétendu courage. J'ai remarqué qu'elle avait rompu avec l'homme avec qui elle avait déménagé après notre relation. Il semblait également souffrir de ses mains et, je suppose, a été supprimé de ses réseaux sociaux. En rassemblant les récits de Natalia sur les réseaux sociaux, il est clair qu'elle a construit une image d'elle-même en tant qu'artiste confrontée à des difficultés. Son petit ami actuel, qui partage un appartement avec elle, semble croire ce récit. Il travaille régulièrement au bureau mais a une apparence hipster, ce qui suggère qu'il peut également être impliqué dans des activités artistiques. Ils sont profondément immergés dans la scène militante, parlent constamment de financement en ligne de diverses causes caritatives, et ce sont des actions véritablement nobles, sans aucun sarcasme de ma part. Natalia me diffame sur diverses plateformes sociales telles que Facebook, Instagram et Twitter, où les gens affichent souvent la futilité de leur vie. En regardant au loin, j'ai réfléchi au relevé bancaire de Natalia que j'ai encore, qui montre clairement qu'elle est loin d'être en difficulté financière. À moins qu'elle n'ait développé une habitude coûteuse de cocaïne ou qu'elle n'ait acheté une Bentley et ait eu un accident avec Taylor Swift, Natalia gagne bien plus de 6 chiffres par an et continuera à recevoir ses fonds indéfiniment. Cependant, je me rends compte que j'ai évolué et j'en suis content. Natalia, la personne que j'ai connue, semble ne plus exister, du moins pas la Natalia que j'ai connue. Sa personnalité en ligne actuelle est une construction très éloignée de la réalité, et je n'ai plus aucun lien ni aucune connaissance de qui elle est réellement maintenant. Ignorant complètement les opinions négatives de ces individus sur les réseaux sociaux, mon attention a été captée par un autre message dramatique de Natalia. Dans ce document, elle déplorait de ne pas pouvoir avoir d'enfant en raison d'une prétendue attaque traumatisante. Il est intéressant de noter qu'elle ne m'a pas directement accusé de cette attaque fictive, mais a semblé rechercher l'attention et la sympathie en se positionnant comme la victime. Ma conviction de cette manipulation s'est accrue lorsque j'ai découvert qu'elle et ses amis avaient retouché certaines photos de moi que Natalia avait prises avec sa perche à selfie. Ils ont déformé mon visage avec des retouches Photoshop et ajouté des légendes diffamatoires et de fausses accusations criminelles. Ces gens étaient impatients de me qualifier de criminel et ont menacé de m'attaquer s'ils me trouvaient, mais étrangement, ils n'ont jamais pensé à signaler ces crimes présumés à la police. Natalia a également reproché au SSPT de ne pas avoir encore obtenu son diplôme universitaire, alors qu'elle était à la fin de la trentaine. J'ai remarqué qu'une de mes amies, qui parle à peine anglais et utilise rarement les réseaux sociaux, figurait toujours sur la liste d'amis de Natalia. J'ai trouvé curieux qu'elle n'inclue pas ses propres parents dans cette liste, affirmant qu'ils étaient trop vieux pour la technologie, ce dont j'en doutais, étant donné qu'ils avaient environ 52 ans. Je soupçonnais que cela faisait partie de ses efforts pour construire une personnalité en ligne différente, qui ne correspondait pas à la réalité d'avoir des parents riches. J'ai découvert que Natalia travaillait dans une organisation à but non lucratif. J'ai donc décidé de lui rendre ses affaires. J'ai récupéré ses vieux vêtements, dont beaucoup de créateurs, ainsi que ses relevés bancaires et les ai envoyés à l'organisation. Sur l'emballage, je n'ai pas mis son nom à l'extérieur, mais à l'intérieur, avec une note explicative indiquant que ces articles ont été achetés alors qu'elle était avec moi aux États-Unis. J'ai suggéré que la vente de ces articles pourrait rapporter une somme importante à l'organisation, si Natalia était prête à s'en séparer. Avant d'envoyer la boîte, j'ai compilé en ligne certains des « meilleurs moments » de Natalia, où elle a posté des photos lors de rassemblements, se vantant de faire partie des 1% et déplorant sa vie difficile.
J'ai combiné ces photos dans un éditeur avec des scans de ses relevés bancaires, mettant en évidence son allocation mensuelle et son total de fonds en rouge, montrant qu'elle aurait assuré des ressources financières indéfiniment. C'était une façon ironique de contraster sa réalité financière avec la personnalité qu'elle essayait de projeter en ligne. J'ai également décidé de souligner le nom du fondateur du fonds fiduciaire Natalia, une figure marquante de l'industrie américaine, identifiée comme son arrière-grand-père dans chacun des 12 États financiers. J'ai ajouté à cela des messages de Natalia dans lesquels elle se plaignait de sa prétendue pauvreté et de la lutte pour subvenir à ses besoins grâce à son article. L'ironie a atteint son paroxysme lorsque j'ai combiné l'un de ces messages, dans lequel elle parlait de son incapacité à avoir d'enfants en raison d'une crise, avec le PDF qu'elle m'a envoyé, montrant qu'elle avait déboursé plus de 10 000 $ pour une ligature des trompes. Je me suis assuré de mettre en évidence l'état et le code postal où vivaient vos parents sur la facture, même si j'ai omis l'adresse exacte. Cela montre que la procédure a été réalisée alors qu'elle vivait encore avec ses parents dans l'un des endroits les plus chers au monde. Avec mon ami russe, nous avons passé plusieurs heures amusantes à diffuser cette information sur les réseaux sociaux des amis de Natalia, révélant ainsi sa richesse et ses mensonges. Nous avons eu accès à plus de 300 d'entre eux et nous avons tenu à diffuser ces révélations de manière large et percutante, à l'aide de témoignages altérés et d'images retouchées. Nous avons montré Natalia comme quelqu'un qui ressentait le besoin de mentir pour se démarquer, et nous avons également inondé ses réseaux ainsi que ceux de nos amis de chant d'oiseaux, symbolisant la liberté de la vérité. Les réactions ont été à la fois hilarantes et pitoyables, des dénégations pathétiques, mais surtout drôles. La crédibilité de Natalia, cette crédibilité, était complètement ruinée. Son petit ami avait l'air furieux, et toutes les organisations qu'elle soutenait sur les réseaux sociaux ont réalisé son hypocrisie lorsqu'elle a vu qu'elle avait une fortune tout en prétendant n'avoir pas d'argent pour soutenir les artistes dans le besoin, offrant seulement son temps ou des brownies faits maison. En seulement une semaine, sa liste d'amis sur les réseaux sociaux est passée de 1200 à 600, ses abonnés de 27 000 à 400 et ses abonnés de 700 à 900. Natalia, autrefois une figure populaire de réseaux sociaux, a vu son influence numérique s'effondrer de façon spectaculaire. Les conséquences de la révélation de la vérité sur la vie financière de Natalia ont été immédiates et importantes. En une semaine, elle a vu le nombre d'amis sur ses réseaux sociaux diminuer de moitié, les abonnés diminuer drastiquement et les followers se réduire à une fraction de ce qu'ils étaient. Cette chute brutale de la popularité en ligne de Natalia était une réponse directe à la révélation de sa véritable situation financière et à la déconstruction de son image publique. Ce fut un coup dur pour quelqu'un qui s'appuyait si lourdement sur l'image d'une artiste souffrante et en difficulté, alors qu'en réalité elle vivait une vie de privilèges et de richesse. Cette révélation a non seulement remis en question l'authenticité de Natalia, mais a également mis en doute son intégrité et son honnêteté. L'image qu'elle a soigneusement construite sur les réseaux sociaux d'une artiste en difficulté s'est effondrée sous le poids de son propre mensonge. Les personnes qui la suivaient et l'admiraient auparavant ont commencé à la voir sous un nouveau jour, remettant en question ses motivations et le contenu de ses messages. Pour Natalia, l'impact ne s'est pas seulement traduit par la perte de followers, mais aussi par la perte de crédibilité et de respect. Les gens qui s'identifiaient auparavant à leur lutte se sont rendus compte qu'ils avaient été trompés par un récit fabriqué. Cela a conduit beaucoup de gens à se détourner d'elle, lui laissant un cercle d'amis et de followers beaucoup plus réduit et une réputation gravement entachée sur les réseaux sociaux. C'est un puissant rappel de la façon dont la vérité peut rapidement détruire une image soigneusement construite, surtout à une époque où l'authenticité est si valorisée. Bien sûr, mon ami n'est pas James Charles et son anglais est limité, mais nous étions tous les deux impatients de voir s'il serait le dernier à quitter le cercle de Natalia. La vérité est que l'exclusion sociale et l'ostracisme sont des phénomènes qui transcendent les barrières linguistiques. Quelques mois après cette révélation, poussé par la curiosité, j'ai décidé de vérifier le statut en ligne de Natalia et, à ma grande surprise, ses profils avaient disparu, ou du moins celui qu'elle utilisait depuis des années. J'imagine que son petit ami a eu une mauvaise surprise lorsqu'il est rentré à la maison et a découvert que sa petite amie bohème et hipster avait accumulé une fortune d'1 million de dollars. À ce jour, je ne comprends pas pourquoi Natalia a agi ainsi envers moi. J'ai toujours été gentil avec elle, sans jamais élever la voix ni même me souvenir de notre dispute sérieuse. Le mystère de leur motivation demeure, mais ce qui ne l'est pas, c'est le fait que l'association m'a contacté pour me remercier pour la boîte d'articles que j'ai envoyée. Ils ont assuré que Natalia les avait reçus. Je n'ai pas caché le fait que les objets venaient de moi, donc si Natalia veut me poursuivre en justice pour avoir révélé la vérité sur une guerre qu'elle a déclenchée, qu'il en soit ainsi. Elle peut essayer de se noyer dans ses propres mensonges, pendant que je célèbre la victoire, métaphoriquement en breakdance et en plantant mon drapeau dans ce qui serait son hashtag. Au début, Natalia a essayé de nier que les articles lui appartenaient, mais après avoir vu les relevés bancaires, elle a changé son histoire, affirmant que j'avais acheté ces articles de luxe et que je les avais envoyés dans le but de la diffamer. L'idée que j'avais acheté des sacs à main à 9 000 € pour les envoyer à des inconnus dans le but de l'embarrasser était ridicule.
Finalement, elle a accepté les papiers, même si elle a affirmé de manière extravagante qu'il s'agissait de faux, mais elle a laissé les objets de valeur. Natalia a ouvertement tenté de nier que les objets lui appartenaient, mais il était évident pour tout le monde au sein de l'association que les états financiers étaient authentiques. L'employé qui m'a appelé de l'organisation m'a même demandé si elle et ses collègues pouvaient conserver les objets, puisque Natalia les avait abandonnés. Je leur ai dit que si Natalia les avait abandonnés, ils pourraient faire ce qu'ils voulaient. Curieuse, j'ai demandé si Natalia y travaillait toujours et si je pouvais lui parler, mais on m'a répondu qu'elle était retournée chez ses parents. J'imagine qu'il serait confortable d'avoir une résidence de luxe à laquelle recourir lorsque les temps difficiles. Natalia, qui a toujours aimé jouer à un jeu dangereux, semble cette fois s'être blessée avec sa propre épée. L'ironie de récupérer enfin ses affaires, envoyées de Russie avec amour, est un rebondissement digne d'une histoire de vengeance aussi froide que l'hiver russe. L'idée que moi, Opie, ai abattu une millionnaire à l'autre bout du monde est étonnamment satisfaisante. Natalia, qui avait de l'argent pour résoudre de nombreux problèmes, a fini par être victime de ses propres stratagèmes. Et cette situation est presque poétique, n'est pas sans rappeler le célèbre dicton « En Russie soviétique, un peu d'argent, c'est pour toi ». C'était notre vie. Action de vengeance exécutée avec précision, un contraste saisissant avec les erreurs insignifiantes de la vie quotidienne. Natalia, dans son arrogance, se montrait souvent dédaigneuse et impolie envers le personnel du restaurant, démontrant un manque de considération qui revenait maintenant la hanter. Son attitude irrespectueuse et prétentieuse, qu'elle affichait sans aucune crainte, a finalement trouvé un miroir dans son propre malheur. C'est presque le reflet de ses actions passées, où elle a manipulé et rabaissé ceux qui l'entouraient, sans jamais imaginer qu'elle se retrouverait un jour dans la même position vulnérable. Elle a subi une intervention chirurgicale pour lui retirer ses organes reproducteurs, une décision qui, à l'époque, semblait être un symbole de son indépendance et de son contrôle sur sa vie. Mais aujourd'hui, cette même décision fait partie du récit que nous avons utilisé pour dénoncer ses mensonges et son hypocrisie. En terminant mes études, j'ai réfléchi à la façon dont le temps révèle les vraies couleurs des gens. L'image que Natalia projetait d'elle-même, celle de quelqu'un qui a vécu une vie humble et combattante, a été brisée. Aujourd'hui, elle est considérée comme une personne qui, malgré toutes les ressources à sa disposition, a choisi de suivre une voie de tromperie et de mensonge. En fin de compte, l'histoire de Natalia nous rappelle que peu importe votre niveau, la vérité a toujours un moyen de vous rattraper. Et pour Natalia, cette vérité est venue sous la forme d'une vengeance méticuleusement planifiée et exécutée, la laissant exposée et vulnérable, l'ombre de la figure confiante et puissante qu'elle était.